qui va révolutionner les communications. 20 mai 1834. Il est temps de réclamer notre liberté. Lafayette est mort. 24 août 1837. Venez assister à l'ouverture de la première ligne de chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Élevez la voix pour l'Aurore. Bientôt sur les planches. Caligula, la nouvelle pièce de Dumas. Sera-t-elle un succès ou un échec? Marcel! Marcel! Viens me voir tout de suite! Tu n'as pas honte? Oh mais regarde-moi ça! Rien n'est prêt! Espèce d'incapable! On ne peut donc rien te confier? Oh et baisse les yeux quand monsieur le directeur te parle! Bon, mon escabeau. Bah aide-moi à monter! Baisse-toi encore! 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 Ah, tu vois quand tu veux. Que ce soit prêt pour ce soir. Baptiste! Qu'est-ce que c'est que ce carnage? Tu te moques de moi? Mais que fais-tu de tes journées pour que ce décor soit aussi mal fichu? Et baisse les yeux quand ton régisseur te parle. Débouche-toi pour que tout ce bazar soit prêt pour ce soir. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Moi, je travaille contrairement à ce gros lard de régisseur. Non mais j'hallucine, j'en ai. Bonjour monsieur! Bonjour monsieur! Vous êtes le directeur? Oh, c'est tout comme. Vous avez besoin d'aide, mademoiselle? Eh bien voilà, notre père est cordonnier. Il a fabriqué les chaussures de plein de grandes dames, vous savez. Mademoiselle Mars, c'est aussi... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un jour, alors que nous livrions des chaussures pour Mademoiselle Mars, nous sommes tombés en pleine répétition. Et là, révélation! Nous nous sommes vus, nous, Gisèle et Désirée, sur scène, réciter des vers. Adulés de tous. Oh, Gigi! Oh, Dédé! Oh, très intéressant. Vous qui travaillez dans un théâtre, vous devez en voir des célébrités. Eh bien, en effet, vous savez, moi, j'ai vécu Hernani. Vous souvenez-vous? Cette fameuse bataille qui a fait la une de tous les journaux. Oh oui! J'adore Hernani. Il fallait voir ça. La morgue de Hugo, la crinière de Dumas, le célèbre gilet rouge de Théophile Gautier. La guerre entre claqueurs et siffleurs faisait rage. C'était fantastique. Les claqueurs? Mais oui, vous savez, les chevaliers du lustre. Les quoi? Les chevaliers du lustre ou claqueurs. Ce sont les personnes qui sont payées pour applaudir au moment choisi. Ah bon? Les applaudissements sont truqués? Oh, mais c'est une institution, indispensable pour guider le jugement du spectateur. Ménager une pause à l'acteur qui a un trou de mémoire afin qu'il s'approche du trou du souffleur. Indispensable enfin pour contrer les siffleurs, payés eux par les ennemis de l'auteur ou des acteurs. Mon Dieu! Mais c'est la guerre dans les théâtres! Et oui, ce ne sont que jeunes influences. D'ailleurs, vous ai-je dit que c'était moi qui avais mis Mademoiselle Mars sur orbite? Vraiment? Oui, enfin bref. Tournez pour voir. Pourquoi? Question d'usage. Intéressant. Faites-moi un beau sourire pour voir. Bien, très bien. Nous vous avons préparé quelque chose. Nous allons vous le jouer. L'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant? Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin que je hais parce qu'elle t'honore.
une chose est sûre, vous avez besoin des conseils d'un professionnel. Si vous voulez, je peux vous donner des cours particuliers. Dans le petit réduit là-bas, à l'abri des regards. Oh oui! Baptiste? Mais qu'est-ce que tu fais encore? Je t'avais demandé d'avancer, non? Tu es machiniste, c'est ton travail. Oh, mais qui est-ce? Vous êtes le directeur? C'est tout comme? Qu'est venu vous faire ici? Eh bien voilà, notre père est cordonnier. Il a fabriqué les chaussures de plein de grandes dames, vous savez. Un jour, alors que nous livrions des chaussures pour Mademoiselle Mars, nous sommes tombés en pleine répétition. Et là, révélation, Nous nous sommes vus. Nous, Gisèle et Désiré. sur scène. Oh, Gigi! Oh Dédé! Très bien, très bien. Tournez-vous pour voir? Nous vous avons préparé quelque chose. Nous allons vous le jouer. L'unique objet de mon ressentiment. Rome! À qui vient ton bras d'immoler, mon amant? Merci, merci. C'est pas mal, vous savez. Mais cela nécessite encore du travail. Peut-être qu'après quelques leçons, vous pourrez devenir comme Mademoiselle Mars, que j'ai moi-même envoyée sur orbite. Mais pour cela, il faudrait que je vous donne quelques cours particuliers, ainsi que mon avis des professionnels. Là-bas, dans ce petit réduit, à l'abri des regards, par exemple. Oh, ce serait formidable! Ah Marcel, tu as terminé. Monsieur le directeur, j'ai presque fini. J'étais justement en train de discuter avec ces jolies demoiselles. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Gisèle, mais je préfère qu'on m'appelle Gigi. Et moi c'est Désiré, mais je préfère qu'on m'appelle Dédé. Notre père est cordonnier et un Merci, jour... merci, mais le prénom me suffit. Tournez pour voir. Ah oui, c'est vrai. Bien, très bien. Alors voilà, nous voudrions devenir comédiennes. Nous allons vous présenter quelque chose. Les imprécations de Camille. Encore? Vous connaissez? Oh là oui, Racine, on me le sert à chaque audition. Alors voilà. Rome, l'unique... Inutile. Venez plutôt avec moi dans le petit réduit là-bas, à l'abri des regards. Espèce de vieux dégueulasse! Encore en train de papillonner autour d'une... Non, de deux cocosses, des oies, non, des grosses dents plutôt. C'est qui celle-là? Moi, c'est Gisèle. Et moi Désiré. Vous, les petites poules là, on vous a rien demandé. C'est à mon époux que je parle. Mais ne vous inquiétez pas, il n'a rien fait de mal. Il voulait juste nous parler dans le petit réduit là-bas, à l'abri des regards. Ah oui. Non, mais non, amour, écoute. Je te présente mademoiselle... Gisèle, Gigi pour les intimes. Pour les intimes. Mais non, amour, qu'est-ce que tu vas imaginer? Allons, commençons. Acte 3, scène 7, Caligula. Et moi c'est Dédé. Hein. Nous en reparlerons. Et nous, on fait quoi? Nous sommes engagés. Oui. Non. Je ne sais pas. S'il vous plaît. Eh bien, asseyez-vous là. Nous vous trouverons bien un petit rôle. Allons en place. Où est mademoiselle Mars? Elle se change dans sa loge. Tu m'as demandé, Caius, j'attends maintenant ta sentence. Plus simple, maman, plus simple. Tu m'as demandé, Caius, j'attends maintenant ta sentence. Mais enfin, plus simple, plus simple. Enfin, m'amour, c'est un peu mou. Enfin, ce n'est pas assez, c'est trop, vous voyez quoi? Mais bien sûr, mon cher, aucun problème. Tu m'as demandé, Caius, j'attends maintenant ta sentence. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis de toute façon, la pièce, elle est mal écrite. Mais enfin, m'amour, tu ne peux pas dire ça, c'est du Dumas tout de même. Oui, eh bien, Dumas, il est en baisse. Hein.
Tout le monde sait qu'il bâcle ses pièces pour pouvoir payer ses créanciers. De toute façon, le théâtre romantique, c'est dépassé. C'est toi qui es dépassé, mon pauvre Maximin. Vous exagérez. Allons au travail. Tu m'as... Demandez. Oh. Demandé. Caius. Caius. J'attends maintenant. Ta sentence. Mais je sais, je fais des effets. Ta sentence. Très bien. Mais très très bien. Mais non, ça ne va pas du tout. Allez, allez, un peu de merde, mes enfants, c'est mots. On reprend. Et bien cette fois. Tu m'as demandé, Caius. Ça y est, c'est à moi? Non, pas encore. Reprenons. Ce n'est pas grave, Mamour, enchaîne. J'attends maintenant ta sentence. C'est à moi? Tu m'as demandé, Caius. J'attends maintenant ta sentence. Et là? Toujours pas. Tu m'as demandé, Caius. J'attends maintenant ta sentence. C'est mieux, on enchaîne. Ah oui, Il ne connaît pas son texte, comme d'habitude. Je crois que je n'entrerai jamais en scène aujourd'hui. mais je sais, C'est? Madame, ici même, j'ordonne votre mort. Ah oui, je le savais. Madame, ici même, j'ordonne votre mort. Vous n'y gagnez rien. Mamour, je t'en prie, articule. Vous n'y gagnez rien. Vous n'y gagnez rien. Maman, calme-toi. Mais je voudrais bien t'y voir. Allons, calmement. Reprends après moi. Vous, Vous ni, n'y ga. gars. C'est bien le moment. Bon, reprenons. Mieux, Mieux. riez, Riez. rien. Rien. Bien, vous n'y gagneriez rien. Vous n'y gagnez rien. Qu'est-ce que vous avez à rire, vous? Essayez un peu pour voir. D'accord. Alors, vous Oui, bon, ça va bien, assez perdu de temps. Moi je peux le faire, mais moi aussi. Vous n'y gagneriez rien. Mais faut se prendre ma sandale dans la figure si elle continue. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Toujours les mêmes dès qu'il s'agit de perturber une répétition. Quoi, faut bien réparer la table de l'acte 3. Vous imaginez si le banquet s'écroule devant Caligula? Oui, ben, plus tard, plus tard. Bon, où en étions-nous? Ah, vous n'y gagneriez rien. Je pourrais peut-être dire... Vous n'avez rien à y gagner. Ah mais non. Que dirait Dumas? C'est pour ça que je préfère jouer les auteurs morts. Au moins, ils disent rien quand on déforme leur texte. Prenons la scène suivante. Alors? Maximin. Ah oui, pardonnez-moi. Entrez, mon enfant, n'ayez pas peur. Ah oui. Entrez, mon enfant, n'ayez pas peur. Oh, mais où est-il encore fourré, celui-là? Hippolyte! Oui? Mais enfin, qu'est-ce que t'attends pour entrer? Ah, c'est débutant. Ah c'est à moi? Oui, Oui, c'est à toi. Oyez, Caius. Non, ne délivrez pas cette missive, messire, car le frère de ma mère, qui fut en réalité le cousin de ma sœur, qui eût été en apparence le demi-frère de son oncle, officiellement mort, mais officieusement témoin de ce désastre, m'a rapporté que tout ceci est faux,
Ne délivrez donc pas cette missive, s'il vous plaît. Pourquoi? Ta réplique se limite à « Ne délivrez pas ce message ». Non, mais je trouvais que je devais... Alors, je me suis rajouté un petit peu texte inventé par mes soins. Non, tiens-toi au texte, rien que le texte. Bonjour, elle est bien de très très loin. Ne délivrez pas cette missive. Mais pourquoi l'accent asiatique? Ah, mais je peux prendre l'accent russe? Non, Ou au québécois. non, Au belge, allez, belge. non, surtout pas. Bella, il peut prendre l'accent italien. Non, non et non. Pourquoi tu fais un accent? Mais si je prends un accent, c'est parce que je pense que le personnage vient de loin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour m'y toucher le public, eh bien, je m'adapte. J'avais aussi pensé à avoir une combinaison de cuir noir, avec 2 épées de jade dans le dos. Mais c'est beaucoup trop cher. Augustin, calme-toi. Tu prends un accent français et tu ne dis rien d'autre que ton texte, compris? Sinon, je crois que je vais m'énerver. Le théâtre n'a pas les moyens de payer les délires des acteurs. Ceux de Dumas nous coûtent déjà assez cher. Ah oui, les chevaux. Non, il n'y aura pas de chevaux. Pourtant, monsieur Dumas, c'est écrit dans les didascalies. Oui, oh, s'il fallait respecter toutes les didascalies que les auteurs écrivent au coin du feu, sans penser ne serait-ce qu'une seconde à la difficulté de les mettre en scène. Ces gens-là ne connaissent pas la réalité du plateau, et encore moins nos finances. Enfin, vous imaginez? Des chevaux sur scène. Ils vont défoncer mon plancher. En plus, le crottin de cheval, ça pue bien, hein. Ah mais quelle horreur! Oh, un spectacle olfactif. Mais ce serait formidable, totalement révolutionnaire. Bon, cela suffit. De toute façon, c'est trop cher. Ah, mademoiselle Mars, enfin. Je m'habillais. Mais on avait des répétitions en costume aujourd'hui. Eh bien, justement, Monsieur Dumas a bien insisté pour que nous portions des costumes à l'antique. non, non et non. Je refuse de porter un immondice de tissu comme celui-ci. Comment puis-je jouer dans un chiffon blanc, nu et sans aucun ornement? Personnellement, je trouve que cette robe, lumineuse en soie, couverte de dentelles et de perles, est absolument somptueuse. Mais enfin, tu joues mon esclave. Bon, toi Maximin, tu parleras quand tu seras seul. Mais ma chère, Puisque je peux pas donner mon avis. ma chère, nous jouons une pièce antique, Caligula. La vérité historique veut que- Depuis quand se soucie-t-on de la vérité historique au théâtre? Encore un délire de la génération romantique. Écoutez, Dumas... C'est simple. Du moment que je paye mes tenues, je porte ce que je choisis de porter. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, Augustin, pour ma toge... Maman, pas toi, je t'en prie, pas maintenant. C'est simple. Le journal des modes a promis de faire sa prochaine couverture sur moi. Il n'est donc pas question que je les déçoive. Mais cela n'a aucun sens. C'est simple. Je choisis mon costume, sinon je ne joue pas. Moi, j'aime bien les toges. Pas forcément, hein. Là où il a une vue imprenable sur nos dessous. Mais pas du tout. Ne faites pas innocent. Vous ne cessez de regarder sur nos jupes à longueur de répétition. Calomnie. On les connaît, vos contorsions. C'est un comble. Venez donc voir ce qu'on voit. Ah bah voyons, hein. Ce serait trop dommage de rater l'occasion de reluquer une jolie paire de jambes. Mais Mamour, je les connais, tes jambes, et puis vraiment... Je ne parlais pas des miennes. De toute façon, ça devrait pas trop poser de problème pour cette pièce. Et pourquoi? Parce que cette pièce, elle est râlée pâquerette. Comment ça, ma pièce est râlée pâquerette? Alexandre. On ne vous attendait pas de si tôt. Alexandre, mon ami, il était temps que vous arriviez. Monsieur Dumas! Qui que ce ticket-là? Merci, merci. Oui, j'ai eu une subite envie de voir ma pièce et vraisemblablement, il est temps que je reprenne les choses en main. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. J'ai l'impression qu'on ne respecte pas du tout mes didascalies. Allez hop, répétition générale, mes enfants. Encore! Allons, on s'active. Je veux
Un char. Oh oui, un char. Un char. Un char tiré par la force de puissants et majestueux chevaux. Dirigé par des hommes en pagne. Grands, forts et harnachés de cuir. Mais l'odeur, je refuse de patauger dans le gros temps. Tout cela n'a aucun sens. Des chevaux sur scène. Un char. Vous rendez-vous compte de ce que ça va coûter? Je ne sais pas, nous le verrons lorsque nous l'aurons fait. Oh là là, le boulot. Ce n'est pas possible. Je n'en peux plus. Je savais travailler avec vous. Vous et vos idées irréalisables, hors de prix et qui rapportent si peu. C'était suicidaire. Vous n'avez toujours pas compris que le but d'une pièce de théâtre est de gagner de l'argent, pas d'en perdre. Non, le but d'une pièce est de jouer passionnément pour un public qui nous aime. Nous faisons de l'art et l'art implique que l'on prenne des risques. Ah, tu vois, Augustin, Monsieur Dumas, heureusement qu'il existe encore des hommes comme vous qui allient le talent et la fougue. Oh là là, je me sens fébrile tout à coup. C'en est trop. Faites attention, Alexandre. Je vais finir par annuler votre pièce. Mais non, contentez-vous de lancer la construction du char. Quant aux chevaux... Ah non, pas les chevaux. Mais enfin... Écoutez, Alexandre, vous savez que je vous apprécie beaucoup. J'aime votre modernité, votre souffle romantique, votre démesure, votre charme, bien évidemment. Même votre grain de folie, je l'apprécie. Mais jouer dans le gros temps, ça, non! Il faut bien que le char avance. Si vous le permettez, maître, mettez ici des acteurs, torse nu, harnachés de cuir, avec des plumes. Vous devriez aller vous... Oui, mais nous y mettrons plutôt des actrices. Et les plumes, ça c'est une bonne idée, les plumes. Tant que c'est pas nous qui manœuvrons le char. Ça va peser une tonne. Elles s'en sortiront jamais, les petites poulettes. Vous, venez ici, nous allons tenter un essai. Oh mon Dieu, Alexandre, on ne peut pas faire ça, pas des femmes. Je vais avoir la Ligue pour la morale et les bonnes mœurs sur le dos. J'ai supprimé les chevaux, vous pouvez bien me laisser les femmes. Mais... Bon, si ça vous fait plaisir, je veux bien consentir à renoncer aux plumes. Oh non, pas les plumes. Surtout pas. Ce serait le clou du spectacle. Vous n'avez pas l'air bien, mon ami. Vous devriez aller vous reposer. Alors, Monsieur Dumas, c'est vous qui reprenez la répétition? Mais c'est tellement agréable d'être dirigé par l'auteur de la pièce. Eh bien, mon ami, qu'attendez-vous pour aller commander la construction du char? Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. c'est bien ça qui m'inquiète. Où en étais-je? Les acteurs torse nu et harnachés de cuir. Les actrices, mon petit, les actrices. Oui, donc, comment vous appelez-vous? Gigi. Dédé. Très bien, Gigi, Dédé. Savez-vous imiter la pouliche? Pardon? La pouliche. Oui, une pouliche. Allez-y, essayez. D'accord. Allons, d'humeur, vous savez, c'est un des rôles les plus méritants. Oui, c'est bien, continuez. Vous êtes fiers, vous tractez le char de l'empereur. Ça y est, faites sortir le cheval qui est en vous. Oh. Ah, c'est ça, la révolution du théâtre romantique. Alexandre. Non. Ça à qui, ça? À moi. Hein? Comment ça? Une jarretière? Vous portez des bas? Oui, enfin non, tu comprends. C'est pour le travail, un costume. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elles font, elles? Ce sont de jeunes actrices talentueuses. Moins que toi, bien sûr. Oh, Alexandre! Si tu savais comme je suis triste! Voilà des années que je joue et que ma carrière ne décolle pas! On comprend pourquoi. Un instant, Ida. Et ni pour voir? Mais mon amant ne voit pas mon talent. Pourtant, il est là, enfoui dans mon cœur. Enfoui bien loin alors! Puisqu'aucun rôle ne me convient, écris-moi une pièce comme toi seul sais le faire. Je serai une esclave, la fille d'un empereur. Oh oui, avec un char. Et des robes couvertes de diamants. Oh oui, des robes, et des rubans, et des perles. Une histoire d'amour Passionnelle, et une rupture. tragique.
Enfin, Alexandre, je veux de la passion, du sublime et du grotesque, de la joie et de la souffrance, du grandiose et du tragique. Et des hommes jeunes, torse nu et harnachés de cuir. Bon, vous travaillez sérieusement maintenant? J'ai une réputation à tenir, moi. Une actrice de mon envergure mérite les plus grandes scènes et les plus beaux costumes. Oui, reprenons. J'ai eu de nouvelles idées de mise en scène. J'imaginais un décor de temple antique avec une majestueuse colonnade le tout couvert d'or. Oh là là. Oh oui, j'arriverai sur un nuage. Excellent. Qui arriverait avec un fracatonnerre. Mieux encore, on ferait jaillir une colonne du sol pour... Mais arrêtez! Alexandre, vous voulez faire défaillir notre pauvre directeur? Et un éclair ouvrirait le plancher sous vos pas. Alexandre! Qu'attends-tu pour nous présenter? Je ne pense pas que ce soit le moment. Ida, ta future belle-mère. La 27e. Vous comptez tenir longtemps? Nous aurons tout le temps d'apprendre à nous apprécier. Si vous tenez plus de 2 semaines, j'y réfléchirai. Père, avez-vous pu présenter ma pièce au directeur? Vous l'avez lue au moins? Oui, bien sûr. La fille au petit trot, c'est ça? La dame aux camélias. Vous ne vous intéressez pas à moi, père. Vous vous intéressez à peine à ce que je fais. Mais si. Je t'ai même offert un poney. Tu l'aimais bien, Anthony. Ce n'était qu'un poney. Monsieur Alexandre Dumas. Fichtre alors. Voilà ta chance, fils. N'aie pas peur, parle-lui de ta pièce. C'est un homme toujours très intéressé. Vous cherchez Alexandre Dumas, l'écrivain? Oui. Le grand, l'immense auteur de théâtre? Oui. Alexandre Dumas. C'est cela. Eh bien, monsieur, vous l'avez devant vous. Je vous laisse à vos affaires. Tu vois que je prends ton talent. Monsieur Dumas, enfin, je vous trouve. Monsieur Dumas, le voilà. Il a de très jolies choses à vous montrer. De jolies choses sonnantes et trébuchantes, j'espère. Sans nul doute, cela le deviendra. Bien, monsieur Dumas, Octave Trib. Je suis là pour vous aider à gérer votre fortune personnelle. Créant ces dettes, sur votre dos je m'enrichis. Fortune et bonheur, telle est ma devise. Monsieur Dumas, Eugène Urbain, célérité et persévérance. Avec générosité, je prête. Sans pitié, je récolte. Vous comptez gagner beaucoup avec votre pièce? Ah oui, je pense que Madame Ocamélia a un potentiel certain. Et que... Et pensez-vous que cela va suffire à me rembourser les 32 254 francs empruntés? Et les 55 660 francs que je vous ai prêtés? Mais je n'ai pas emprunté d'argent. Je ne crois pas avoir fait d'erreur. Vous êtes bien Alexandre Dumas, l'auteur? Oui, enfin non. Mais si. Je suis Alexandre Dumas, l'auteur. Mais pas le bon. Enfin, je ne suis pas mon père. Êtes-vous, oui ou non, Alexandre Dumas? Non. Alexandre, avez-vous disparu? Alexandre, vous êtes là. Ah, bah vous voyez que vous êtes bien, vous. Où est votre père? Ah, vous voyez que je ne suis pas mon père. On s'appelle tous Alexandre dans la famille. Mon père s'appelle Alexandre. Mon grand-père s'appelait Alexandre. Et mon arrière-grand-père s'appelait Alexandre. Et ton fils s'appellera Alexandre? Certainement pas. En revanche, mon père pourra vous rembourser sur une pièce. Celle-ci? Non, avec celle-ci, il rembourse déjà quelqu'un d'autre. Il vous remboursera sur la prochaine. Elle sera jouée quand? Attendez déjà qu'il ait écrite. Je n'ai que faire d'attendre. Moi de même. Je crois, monsieur, avoir la priorité. J'attends d'être remboursé depuis plus longtemps que vous. Il me semble que c'est moi. Monsieur Dumas! Monsieur Dumas! Monsieur Dumas! Monsieur Dumas! La presse! La presse est là! La presse! Les journalistes viennent assister à la répétition. Il faut qu'elle soit bonne, vous entendez? Il faut qu'elle soit bonne! Vous ne comprenez donc pas? Nous avons besoin d'un bon article dans la presse si on va avoir du public dans la salle. Bonjour messieurs! Bienvenue à la Comédie Française. Nous sommes en pleine répétition du nouveau chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, Caligula. C'est quoi ça? Caligula? Il s'agit d'une pièce inspirée de la vie d'un grand empereur romain de l'Antiquité, avec des costumes d'époque, des décors sophistiqués, des acteurs de la plus grande renommée, Mademoiselle Mars. Mademoiselle Mars en toge. Ça ne fait pas rêver du tout. C'est même franchement ridicule. Il y a de la jeunesse au moins. Mais oui, mais oui.
Nous avons deux petites nouvelles, Gigi et Dédé. C'est qui ça? C'est vous, Gigi et Dédé. Et vous faites quoi, vous, dans la pièce? Alors nous, on fait les pouliches. Ridicule! Ridicule! Mademoiselle Mars, on dirait que notre dernier article ne vous a pas plu. Quel dommage. Non, messieurs, je n'apprécie pas que l'on me traite de grosse dinde. Mais non, elle plaisante. Allons, un cognac peut-être? Et pourquoi pas du cyanure? Mais non, elle plaisante. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce spectacle va être épique, sublime. Il va y avoir des chevaux sur scène, des paillettes, des confettis, des décors exhibés. Mais non. Allez plutôt chercher les machinistes. Où est Dumas? Monsieur Dumas il n'est pas là pour le moment. Il a dû s'absenter. Des affaires à régler. Les dettes, comme d'habitude. Ou les femmes. Je penche pour les dettes. Non, les femmes. Les deux. Messieurs, si vous le voulez bien, les acteurs vont vous présenter le début de la pièce, une scène phare de Caligula. Pourvu qu'elle est claire. Allons, en place pour l'action. élégante, sur le modèle de la maison du faune, à Pompeia. Nous sommes dans un temple. Les oiseaux s'agitent, alors que s'élève dans l'air serein le doux bruit d'une fontaine qui s'écoule doucement non loin de là. Musique lente et délicate. Dans la lumière du matin, la brume se dissipe, révélant la silhouette agenouillée d'une femme. Elle prie avec ferveur devant l'autel des dieux domestiques. Des fleurs tombent d'un arbre au-dessus d'elle, qui commence à perdre ses bourgeons du printemps. Pénates familiers, divinités rustiques, qui veillaient au bonheur des foyers domestiques, qui, protecteurs du champ, gardiens de la maison, les défendez du vol et de la trahison. Siégez chaque matin pour couronner vos têtes, tressez si fidèlement l'âche et la violette, et siégez chaque automne, offert sur vos autels le plus beau de mes fruits. Ô mes dieux paternels! Alors qu'elle se relève, les oiseaux qui s'étaient arrêtés autour d'elle s'envolent dans un bruissement d'ailes. Daignez vous souvenir de ma piété sainte. La musique se fait plus sensible encore. Et redoublez de soin autour de cette enceinte, car d'une longue absence interrompant le deuil, aujourd'hui ma Stella doit en franchir le seuil. Vous vous souvenez bien de cette enfant rebelle? Elle suit du regard le déplacement des oiseaux au-dessus de sa tête. N'est-ce pas que déjà vous la trouvez bien belle, avec son doux sourire, avec son front si pur, et ses yeux qui du ciel reflétaient l'azur, et ses cheveux noyant son épaule adorée, et emportés par le vent comme une onde dorée. On entend du bruit dans le fond de la scène. Une personne rentre. Les oiseaux se mettent à virevolter. Si vous la gardez bien, votre culte en ces lieux égalera pour moi le culte des grands lieux. Je verserai le vin le plus pur du cellier. Je vous immolerai tous les mois un bélier. Mais bien vite avant, ramenez ma Stella, car j'ai soif de la voir. Alors s'avance Stella. Où est mademoiselle Pauline? Malade. Alors s'avance Stella. Eh bien, ma cocotte, il n'y a qu'une de vous pour nous dépanner. Je suis désolée. Oh, Chichi! Oh, Chichi! Le théâtre romantique, c'est dramatique. Je ne sais pas ce qui est pire, la pièce ou les acteurs. Moi, je n'aime pas leur tête. La critique est aisée et l'art est difficile. Bref, c'est mauvais. Ah, c'est mauvais. Le texte est mauvais.
Les comédiens sont mauvais, vraiment. Oui, monsieur, parfaitement. Eh bien, laissez-moi vous dire 2 mots. Si Dumas était là, il dirait que vous écrivez des articles sans intérêt, que vous ne faites que critiquer. Vous ne respectez rien, vous déformez tout. Vous vous repaissez du blâme et de la diatribe. Vous trouvez votre satisfaction dans l'anéantissement de ceux qui s'efforcent de créer. Vous savez au moins ce que c'est de s'occuper d'un théâtre? Oh, vous n'êtes que des lâches qui cachez votre propre médiocrité dans des articles faciles. Vous profitez de votre pouvoir pour posséder tout ce que vous voulez. Vous puez la lâcheté et la médiocrité. Enfin, c'est ce que Dumas dirait, hein. Moi, je ne le pense pas du tout. Moi, je trouve que tu sens très bon, Wilfried. Eh bien, tout est dit. Attendez. Je vous offre 100 places pour la pièce. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait 100 places? Pour les revendre. Vu l'article qu'on va écrire, qui voudrait les acheter? Eh bien, justement, écrivez un bon article. Qu'est-ce à dire? Mais c'est de la corruption, monsieur. Ah non, mais pas du tout. C'est de la collaboration. D'ailleurs, vous y connaissez bien, messieurs, en corruption. Vous qui menacez les comédiennes qui vous plaisent de coucher avec vous si vous écrivez de mauvais articles sur eux. Madame! Allons, monsieur, collaborons. Inutile de se tirer dans les pattes. Vous n'y gagnerez rien. Mon amour, mon amour. Décembre 1837, la première de Caligula est un énorme bide. 10 avril 1839, au théâtre de la Renaissance, l'alchimiste de Dumas est une débâcle phénoménale, encore un four. 16 avril 1839, la pièce Léo Burkhard met-elle fin au talent romantique de Dumas? Réponse page 6. 5 janvier 1840, procès. Dumas encore saisi par ses créanciers. Achetez le Chat Noir, nouveau journal avec des publicités exclusives. 1er juin 1841, un mariage sous Louis XV à la Comédie Française. Dumas enchaîne les chutes. Alexandre Dumas, de nouveau ruiné. Rapport du procès, page 20. 25 juillet 1843, la pièce Les Demoiselles de Saint-Cyr permettra-t-elle à la carrière de Dumas de sortir du bourbier où elle semble enlisée? Abonnez-vous au journal La Presse d'Émile de Girardin. De l'actu et du roman feuilleton comme vous les aimez. Émile ne peut pas me refuser l'emplacement de première page. Il me faut cette une à n'importe quel prix. Tout dépend de votre article, mon cher Frédéric. Oh, ne vous en faites pas pour ça, gaillardez. Mon article sur le récit de voyage de Théophile Gautier est passionnant. Et vous, combien de pièces à défendre ou assassiner? Juste une, mais savoureuse. Il faut à tout prix que j'obtienne mes 20 lignes. Certaines bâtée de chroniqueur politique m'a déjà volé 6 lignes la semaine dernière. Bonjour messieurs, bonjour. Eh bien, qu'avez-vous à me présenter pour le journal de demain? Moi, j'ai une chronique politique de la plus haute importance. Moi d'abord, laissez-moi vous présenter le récit du fabuleux voyage de Théophile Gautier. L'actualité des spectacles. Écoutez ma dernière critique. Du calme. La chronique politique d'abord. Parlez-moi de votre article, chat. Ah, Narcisse, approchez. Avez-vous fini votre chronique mondaine? Justement, je reviens tout juste d'une réception de chez la comtesse Erika de Pomponny. Merveilleux, du scintillant, du brillant, du velours. Et tout le beau monde parisien. Ce n'était que dans... Wow, pas si vite. Voilà, regardez cet article.
le compte-rendu de 3 heures de débat à l'Assemblée nationale sur un sujet passionnant, le protocole. Passionnant. Vous trouvez cela passionnant? Émile, donnez-moi son emplacement pour une double chronique littéraire. Oh, allons, parlons du protocole. Tenez, prenez par exemple un sujet longuement débattu hier à l'Assemblée. La hauteur des marches effleurées par notre bon roi Louis-Philippe. Eh bien, elles ne doivent pas dépasser les 15 cm. Intéressant, n'est-ce pas? Puis-je savoir en quoi cela élève le niveau intellectuel? Mais monsieur, elles permettent le respect du roi à travers toute la France. C'est honteux. Selon une étude, le protocole, et donc le respect envers le roi, permet de diminuer de 26% le risque de révolution dans notre beau pays. Charles... Ainsi, connaissez-vous l'importance des marches dans notre société? Sans marche, rien ne marche. Il n'y a plus de protocole, on ne respecte plus le roi, et hop, une révolution comme en 1830. Oh. Nous maintenons le pays en paix grâce aux marches, monsieur. Oh. Nous échappons à la guerre, au chaos, à la destruction de toute l'humanité grâce à elle. Oh. Nous sauvons ainsi le monde tout entier, et peut-être même l'univers grâce aux marches. Oh. On ne peut pas en dire autant des fioritures de la littérature, un passe-temps tout juste bon pour les femmes délaissées au coin du feu. Ah! Comment osez-vous critiquer notre art, alors que vous autres, les politiques, n'êtes même pas capables d'aligner 3 mots pour satisfaire le peuple français? Bon, vous voyez, quand on a le goût de la bonne littérature, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui vous aide à avancer, la chronique qui vous donne envie de continuer. Mais de quoi parle-t-il? Moi, par exemple, je dis merci à la vie. Je lui dis merci de me permettre de grandir chaque jour auprès des plus grands auteurs. Je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Moi, monsieur, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des auteurs qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les rencontres littéraires forgent une destinée. C'est ce que nous nous efforçons de transmettre à nos lecteurs. Cette envie, ce courage de continuer à attendre. Une rencontre qui changera notre vie. Une rencontre qui vous montrera le chemin de l'humanité. Oh, vous, ça va, hein? Grâce au récit du voyage de Théophile Gautier, nous donnons de l'espoir aux jeunes. Oh, mon ami Théophile! Il était présent à la réception de la comtesse. Il a passé la soirée à déguster les petits fours succulents du buffet. Fourré à la crème d'artichaut, un délice. Laissez-nous la parole, Narcisse. Retournez à vos soirées mondaines qui n'ont aucun intérêt. Tout comme vos articles d'ailleurs. Calmez-vous. Je suis calme. Mais cela fait 1 semaine que mes articles ne paraissent pas à la une. Vous ne trouvez pas cela scandaleux? C'est de la discrimination envers la politique. Et l'analyse du dernier roman de Hugo qui passe à la trappe depuis plus de 3 semaines? Si nous parlions plutôt de l'actualité théâtrale. Prenez simplement mon article, Émile. Tout sera réglé. Il n'y aura pas de place pour tous vos articles, messieurs. Ben tiens. On se demande pourquoi. Toutes ces lignes perdues à cause de ces maudites publicités. Ça pour élever le débat. Et en plus de déconsidérer le journal, nous devons supporter ces 2 zigotos de publicitaires. Cessez donc. La publicité est une invention nouvelle et ingénieuse. Elle est essentielle au journal. Voyons, messieurs, réfléchissez. Combien vous rapporte 20 lignes d'articles? 20 francs, monsieur. C'est combien vend-on un encart publicitaire de même taille? 50 francs. Ainsi, grâce à la publicité, je paye toutes vos lignes plus 10 francs de bénéfices pour le journal. C'est un cercle vertueux, voyons. Grâce aux bénéfices de la publicité, nos abonnements sont moins chers. Du coup, nous avons plus d'abonnés. Du coup, l'emplacement publicitaire prend de la valeur. Il se vend plus cher. Du coup, nous pouvons encore faire baisser le prix de l'abonnement. Du coup, nous avons encore plus d'abonnés. Du coup, vous êtes de mieux en mieux payés. Tout ça grâce à nos publicités. Bien, puisque nous y sommes, parlons publicité. Qu'avez-vous à nous présenter? Oh, nous avons un contrat de la plus haute importance. Hier, demoiselles nous ont confié un tout nouveau projet d'eau de jouvence pour révolutionnaire. Eh bien, nous ne sommes pas mécontents de ce que nous avons trouvé. J'avoue, c'est excellent. Tu es fort, Léon. Hé, c'est toi. Je n'ai fait que donner le slogan. Tu es le génie de l'image. Léon, je suis touché. Bon,
vous êtes mignons, hein? Mais c'est quoi votre idée qu'on puisse rire avec vous? Ah, vous nous en direz des nouvelles. Vas-y, Léon. Garance, l'eau de jouvence pour une peau moins rance. Vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil. Vous lisez la presse. Votre femme arrive. Elle est laide. Ah! Elle ne sait pas cuisiner et ne sert à rien. Versez-lui une fiole d'eau de jouvence et elle se métamorphosera sous vos yeux ébahis en une splendide déesse. Et si la laideur persiste, frappez-la avec la bouteille. Cette publicité ne sera jamais publiée dans mon journal. Comment osez-vous présenter une image aussi dégradante de la femme? Sortez! Passons aux choses sérieuses. J'ai une très bonne critique pour le numéro de demain. Elle est inédite. Je pensais parler de la nouvelle pièce de Dumas, Les Demoiselles de Saint-Cyr. Ah, et comment était-ce? C'était annoncé comme l'événement de la saison. Décevant, atrocement décevant. Vraiment? Pourquoi cette ironie? Gaillardet a pris l'habitude de s'acharner sur Dumas depuis l'histoire de la Tour de Nesle. La Tour de Nesle? Quelle tour? Mais enfin, chat, intéressez-vous un petit peu à ce qui se passe dans le monde. C'est la pièce de Gaillardet que Dumas a entièrement réécrite. C'était en 32. Mais depuis 11 ans, Gaillardet ne l'a toujours pas digérée. Il faut dire que l'humiliation était grande. Tout cela s'est passé dans le dos de Gaillardet. Oh, Dumas n'y était pour rien. Il a fait le boulot à la demande de Harel. Harel, le directeur du théâtre de la Comédie Française. Décidément, chat, en dehors de vos chicaneries politiques, vous n'y connaissez vraiment rien à rien. En tout cas, le texte de Gaillardet était une purge et la réécriture de Dumas brillante. Le nom de Dumas ne devait pas figurer sur l'affiche, ni nulle part d'ailleurs. Mais Harel a jugé que la pièce se vendrait mieux si le nom de Dumas était accolé à celui de Gaillardet. Avant celui de Gaillardet. Je comprends mieux tous ces articles incendiaires. Apathétique, Gaillardet. Vos problèmes personnels n'ont pas leur place ici. Mais non, je suis toujours impartial dans mes critiques. Enfin, Émile, comment pouvez-vous laisser faire ça? Dumas est un type bien. Bon, il n'a pas forcément les idées très claires, question politique. Mais quelle générosité! Toujours prêt à aider les solliciteurs qui se pressent à sa porte. La classe. Moi je dis Dumas, c'est toujours la grande classe. Habillement, talent, engagement. Et puis les réceptions qu'il donne sont toujours à la hauteur. Hein. D'un point de vue littéraire, c'est un grand, un très grand. Peut-être le plus grand de sa génération. Bon, il se laisse parfois aller la facilité en travaillant un peu trop vite pour gagner de quoi régler ses dettes. Mais c'est un nom que la postérité retiendra. Oh oui, alors là... C'est vrai ça, Émile. Pourquoi laisser Gaillardet le traîner dans la boue? Non mais dites donc, Vous savez, Charles, parler de Dumas, quelle qu'en soit la façon dont on en parle, ça fait vendre. Ce ne peut qu'être bénéfique pour le journal. Je dirais même, plus on en dit du mal, plus on vend. Les gens aiment voir salir leurs idoles. Bien. Pour notre page dédiée à la littérature, je pensais à un petit poème de Charles Delaunay. Allons, Émile, inutile de vous cacher. Nous savons bien qu'il s'agit du pseudonyme de votre épouse. Vous m'avez demandé, monsieur? Oui, Maquet, allez me chercher Delphine. Et parce que Delphine est ma femme, elle n'aurait pas le droit d'être publiée dans mon journal? Non, j'ai pas du tout dit ça. Je ne me permettrai pas. Mais enfin, Charles, seriez-vous jaloux? Il n'y a rien de mal à vouloir faire décoller la carrière de sa femme chérie. Mais ce n'est pas du favoritisme. Delphine a un talent fou. Mais c'est une femme, mais qui plus est une femme sans scandale, qui aime son mari et qui l'aime en retour. C'est d'un ennui tout cela, pas étonnant qu'elle décolle pas sa carrière. Eh bien oui, j'aime ma femme. Un comble à une époque où tout homme du monde se doit de s'afficher avec une cocotte. Voilà, je suis révolutionnaire à ma manière. Mais c'est si mignon. Non, ce n'est pas mignon. Notre époque est injuste envers les femmes de talent.
Non seulement elles sont obligées de prendre un pseudonyme masculin parce qu'un nom de femme ne fait pas sérieux, mais en plus, elles devraient coucher à droite à gauche pour faire parler d'elles dans la presse au scandale. George Sand fait ça très bien. Et vous voudriez que Delphine se comporte comme une... Non, mais... Hein? Narcisse, c'est mon poing que vous allez prendre dans la figure. Bonjour, messieurs. Oh, eh bien, mon chéri, quelle mine chiffonnée. Que vous arrive-t-il? Tout va très bien. Ne m'appelle pas comme ça dans le cadre du travail. Oui, et alors? Je t'aime, moi, mon chéri. J'ai bien le droit de t'appeler comme j'en ai envie. Alors, Émile vous a lu mon nouveau poème? Qu'en pensez-vous? Sublime. Vous avez un talent fou, ma chère, depuis le temps que je le dis. Le charme d'une plume féminine. Et qu'en pense notre chroniqueur littéraire? Rien. Enfin, je veux dire, rien à dire. Non. Je veux dire superbe. Tant que vous me laissez une petite place pour mes chroniques. Mais bien sûr, Frédéric. Enfin, je ne m'occupe pas de la mise en page. Il faudra faire des choix. Au fait, messieurs, j'organise une petite soirée privée prochainement. J'espère que vous pourrez venir. Je lirai quelques poèmes avec ma mère. Sophie Gay sera présente. En effet, et d'autres salonnières dont je vous laisse la surprise. Il y aura aussi du beau monde, des acteurs, des écrivains, de jeunes gens à marier. De la chair fraîche. Narcisse, c'est pour vous. Dites donc, messieurs, il faudra quitter votre rhumatisme de bureau si vous voulez briller. Personnellement, je ne manquerai votre soirée pour rien au monde. Au fait, j'ai invité Dumas. Sachez vous tenir avec lui. Messieurs, à bientôt. Bref, le poème de Delphine est sublime. Je le publierai non pas parce qu'elle est ma femme, mais parce qu'elle est une femme de lettres de grand talent. Et le voyage de Théophile Gautier? Oui, demain, la semaine prochaine. Bref, passons. Maintenant, choisissons notre une. Il nous faut une qui fasse vendre. Et pour sentir les tendances du moment, rien de tel que les gens de terrain. Matez! Pas contre les crieurs! Écoutez, Émile, le débat de l'Assemblée nationale sur le protocole. Non. Le voyage de Théophile Gautier. Non. Ah, les voici. Salut tout le monde. Bonjour. Oh là la compagnie. Oyez. Dites-moi, messieurs, Qu'est-ce qui marche bien sur les faubourgs en ce moment? Je veux du succès. Je veux vendre en masse. Vous qui êtes sur le terrain, faites-nous un petit compte-rendu des tendances actuelles. Alors, au Faubourg Saint-Germain, ils veulent les comptes rendus des soirées mondaines. Et... oui, les vols dans les beaux quartiers, ça plaît beaucoup. Et si on pouvait rajouter quelques histoires de coucherie, ça serait pas mal aussi. Qu'est-ce que je vous avais dit? Aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui marche. Chez moi, ce genre de propos, ça choque. Chez moi, ils veulent des articles de fond. Mais non! Le scoop croustillant, il n'y a que ça de vrai. Ouais, un bon scoop, ils vont adorer. Se jeter à mes pieds tel un sujet devant un roi. Moi, je vais vous dire, ce qui marche dans le quartier bonapartiste, c'est la nostalgie, le retour aux sources. Ils veulent revivre par la lecture les talents de Bonaparte. Ils veulent des récits, du sang, des larmes, de grands auteurs. J'allais dire, messieurs, notre une mérite les plus grands. Théophile Gautier. Oh non, mais c'est d'un ennui. Personne ne pourrait proposer quelque chose de plus pertinent? Mais oui, la crise est là, elle nous guette, et c'est ça que je vends moi. À Montmartre, on est chaud bouillant sur les questions politiques. Évidemment, dans les quartiers ouvriers. On est à l'affût des mesures sociales. Alors, si vous avez quelque chose là-dessus... L'Assemblée était plutôt sur des questions de protocole. Aucun intérêt. Moi, mes lecteurs, ce qu'ils aiment, c'est se faire peur. Ils veulent pouvoir s'exciter sur des unes polémiques, histoire de râler. C'est vrai ça, vos unes, elles sont sympathiques, mais rien de tel qu'un homme de la rue pour lui donner un peu plus d'ampleur. Moi, par exemple, quand on titre « Projet de réforme de l'orthographe », je crie « Le gouvernement veut détruire la langue française !» Au Faubourg Saint-Germain, attachés comme ils sont aux valeurs d'autrefois, sûr, je fais un carton. Mais l'exactitude de l'information? Oh oui, bon, vous, ça pourrait bien de parler d'éthique avec toutes les saloperies que vous écrivez sur certaines personnes. Et lui qui démolit Dumas à chaque première de ses pièces. Remarquez, ça fait vendre. Mais moi, je peux vous dire, la ménagère, elle ne vous aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais oui, c'est vrai ça. Au début, mes lecteurs, ils aimaient bien les critiques de Gaillardet sur Dumas, parce qu'elles les indignaient.
le lecteur, il aime être indigné par ce qu'il lit. Il se sent juge et ça lui fait plaisir. Oui, au début, c'était nouveau. Ça indignait les critiques odieuses comme ça. Mais maintenant, vous n'indignez plus, vous lassez. À la rigueur, si vous aviez annoncé un procès ou un duel avec lui, mais sinon... Mais... Bon, gardez votre calme, messieurs. Bon, et vous, Pierre, quelle est la tendance sur le boulevard du crime? Alors moi, c'est compliqué. Très compliqué. Les numéros pairs, c'est le théâtre qui les intéresse. Du côté impair, entre le numéro 1 et le numéro 15, on a les républicains. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on tape sur la politique. Ensuite, on passe des orléanistes aux ultra-royalistes. Et là, les avis divergent. Et au bout du boulevard, j'y vais pas, ils sont tous analphabètes. Bref, nous ne sommes pas plus avancés. Mais non. Messieurs! Bref, passons à notre rubrique roman feuilleton. Où en est-on avec Balzac? Eh bien, toujours pas de nouvelles. Quoi? Il n'a toujours rien rendu. C'est-à-dire qu'il ne veut plus renouveler son contrat. Enfin! Il ne lui reste plus que 3 épisodes pour terminer La Duchesse de Langeais. Ah, il le sentira son départ. Il n'aura rien, hormis un soufflet. Pas de remerciement, pas un sou. Ce fourbe qui a promis son prochain roman feuilleton à notre plus grand concurrent. Mais nous nous battrons. Nous trouverons meilleur que lui. Le national ne nous tuera pas. Prenons un remplaçant. Ce ne sera pas bien difficile à trouver. Mais qui? Eh bien, je lui ai fait parvenir quelques-uns de mes écrits. Voyons, à qui pensez-vous, cher directeur? Il nous faut quelqu'un d'accrocheur, quelqu'un de vendeur. Vous allez voir. Qui? Je vous promets que cet auteur nous fera vendre. Il fera tapage. Prosper Mérimée. Plus grand, plus grand. S'il est si grand que ça va prendre du temps pour le convaincre. Vous savez que les auteurs détestent écrire de romans feuilletons. C'est très mal vu. Vous savez, il n'opposera sans doute pas de résistance. C'est moi qui l'ai choisi. Pour la première fois, on s'arrachera les romans feuilletons. Il est grand. N'exagérons rien. Gérard de Nerval? Plus grand, plus grand. Il est charismatique, talentueux, beau garçon, puissant, et restera un très grand nom de la littérature. Mais qui est-ce enfin, allez-vous nous le dire? Allez, devinez. Un nom qui s'étale déjà majestueusement dans les pages de notre journal. Gérard de Nerval. Visez plus haut encore. Vous pensez à... Oh! Dumas, c'est Dumas. Mécréant! Fourbe démon! Quelles sont toutes ces calomnies à mon propos? Cela vous amuse-t-il de me critiquer ainsi? Il vous en faut peu à vous. Monsieur Dumas, nous parlions de vous justement. Nous avons à vous parler. Que je vous parle à vous? Vous pensez que je n'ai que ça à faire? Vous, cher Girardin, à qui cela ne dérange pas de laisser cet Olybrius, ce rédacteur de bas étage, me critiquer de la sorte en faisant imprimer son article? La critique est subjective. Oui, bien sûr. Mais lui n'analyse pas, il démolit. Mais... La différence entre un vrai écrivain et un strébouillard comme cet infâme, c'est que l'un utilise sa plume pour l'art, quand l'autre l'utilise pour la destruction. Cet idiot, sans aucun mérite, veut m'humilier pour se venger d'un coup que je ne lui ai jamais porté. Monsieur Dumas, calmez-vous, nous avons une proposition intéressante à vous faire. Eh bien, moi j'en ai une à vous faire. Aux fourbes de ce bureau, gaillardez, venez ici que je vous attrape, que je vous saigne. Cloporte non grillé. Écrivain des garçons! Docteur de bagatelle. Plumes d'autruche! Journaliste de pacotille. Cessez! Vous n'êtes qu'un fournisseur de poubelles! Vous me mêlez! Oui, mais méritez que la peine! S'il vous plaît, écoutez-moi. Mesdemoiselles Adélaïde et Suzanne. Chi,
Mesdemoiselles Adélaïde et Suzanne de la Charboutière, de nouvelles chroniqueuses. On envisage une rubrique féminine. Putieux. Oh non, non, on n'avait dit pas de tricot dans le meilleur journal de France. Mais non, c'est pour l'autre jouvence. Regardez, vous ne vous en tirez pas comme ça. Mais messieurs, je vous en prie, pas devant les dames. Vous n'en valez pas la peine, mais je vous provoque quand même en duel. Messieurs, je vous présente Adélaïde et Suzanne de la Charboutière qui nous ont commandé une eau pour leur eau de jouvence. Mesdemoiselles, je suis ravie de vous rencontrer. Nous de même. Messieurs. Maquet! Allez me chercher Léon et Honoré. Monsieur Dumas, c'est vous, n'est-ce pas? C'est bien vous? Enchanté de faire votre connaissance. Monsieur Dumas, nous sommes vos plus grandes admiratrices. Nous avons vu toutes vos pièces. Anthony, nous l'avons vu plus de 20 fois. Ah oui, quelle pièce merveilleuse. L'histoire d'amour et le sacrifice. Choquant. Un vulgaire adultère. Regardez. L'amour prend le dessus. Représenter les sentiments humains est en art noble. Cette passion foudroyante, quelle précision dans l'analyse des sentiments, quelle écriture! Ah. Bon, passons aux choses sérieuses, s'il vous plaît. Messieurs, qu'avez-vous à nous présenter? Bonjour. Bonjour. Alors on a pensé à quelques slogans parmi lesquels vous pourrez faire votre choix. Formidable. Alors on a pensé à... L'eau de jouvence, c'est bien. Et Bah c'est tout. c'est un peu court, jeune homme. On a visé le consensuel. Ça pourrait être consensuel. L'illustration, c'est un pouce levé. L'eau de jouvence, c'est bien. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus... d'un peu moins... Enfin, vous voyez quoi. Ah oui, tout à fait. Mais... C'est-à-dire que... Allons, messieurs, proposez quelque chose de plus... On avait aussi pensé à... L'eau de jouvence, c'est tendance. Mieux. Alors on a Mais aussi... pas tout à fait assez... percutant. Percutant, c'est cela. Alors un peu plus dans l'esprit Jouvence jeunesse, on avait aussi pensé à l'autre Jouvence pour moins que le temps avance. Ou on avait aussi pensé à l'eau de jouvence pour retourner en enfance. Ou alors pour retourner à la danse. Jouer. Nanana. Ou alors l'eau de Jouvence pour être belle en toutes circonstances. Oh mais oui, c'est cela. Je suis jeune, tout droit sortie de mes 20 ans, et je suis belle avec de longs cheveux soyeux. Oh, c'est tout doux. Ou alors l'eau de Jouvence pour avoir la toute-puissance. Ou alors, on avait aussi pensé à l'eau de jouvence pour faire vibrer toute la France. Oh tiens, bonjour France. Ah, je vibre. Pour entrer en transe. Boum, 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 boum. Et
Et pour le visuel, qu'avez-vous prévu pour le visuel? Ah oui, le visuel, alors plusieurs idées. Pour le visuel, on avait pensé à une autruche. Ah oui, une autruche. Et là, il y aurait une fontaine d'eau de jouvence. Et l'autruche boit dans la fontaine. Et là, elle se transforme en une magnifique jeune femme. Oh. Pas mal. Et pourquoi une autruche? Ou sinon, on change le nom du produit. Garance devient Amor. Amor, l'eau de jouvence pour repousser la mort. Ou sauvage. Sauvage, pour dire non au sarcophage. Et on pourrait représenter un cercueil sur lequel on vise une fiole d'eau de jouvence. Et alors, une jolie jeune fille en sortirait. Regardez, je suis une jolie jeune fille, je suis toute belle. Vous voulez faire quoi là? Clairement. Intéressant. Oui, c'est nouveau, c'est frais. Ce n'est pas du journalisme, ça. Non, c'est de la pub. Ah, nous, on est au cœur des tendances. Nous, on sait ce qui plaît. On peut même vous donner quelques conseils pour écrire vos articles. Mesdemoiselles, quel est votre choix? Eh bien... Attendez, on en a encore d'autres. L'eau de jouvence pour alléger la balance. Pour une peau moins rance. Pour moins de... flatulence. Oui, bon, on en a assez entendu. Ces demoiselles ont de quoi choisir. Mesdemoiselles, je vous laisse régler les derniers détails du contrat avec Mackay. Si vous voulez bien me suivre. Messieurs, espérons que le contrat ne nous pète pas entre les doigts. Avec ce qu'on leur avait trouvé. Il manquerait plus que ça. Le problème avec vous, c'est que vous ne savez jamais vous arrêter. Merci, messieurs, merci. Odile, je vais l'oxyre, je vais les triper, je vais le massacrer. Voyons, monsieur, Dumas, un peu de tenue tout de même. Vous ruinez ma réputation avec votre article. Mais oui, mais non, ce n'est pas moi, c'est Gaillardet. Vous savez, je l'ai bien aimé, votre pièce. Odile est Gaillard, je vais le tuer. Mais calmez-vous, puisqu'il n'est pas là. Alors je vais vous tuer, vous. Après tout, vous avez bien cautionné ces articles. Mais oui, mais non, je vais vous offrir un verre. Je vais vous tuer, vous et votre verre. Plutôt que de me tuer, pourquoi n'écririez-vous pas pour moi? Attendez, c'est merveilleux. Vous ruinez ma pièce avec votre critique ravageuse et vous voudriez que j'écrive pour vous. Je vais vous tuer. Oh, et puis zut. Oui, si vous le dites, en laissant attaquer votre pièce, j'ai détruit le théâtre romantique. On va faire ça à l'ancienne. Tuez-moi. Oh bah non. Pas comme ça. Pas sans public. Ah, évidemment. Pour une légende comme vous, fils du général David de la Pailletterie, ce ne sera pas son public. Ah ça non. Bon. Écoutez, monsieur Dumas, ma proposition est très sérieuse. Voulez-vous écrire pour moi? Je n'écris pas pour les torchons destinés à finir souillés dans le caniveau. La presse ne m'intéresse pas. Le seul art noble, c'est la poésie. Mais enfin, le roman, mon ami, le roman, oui. C'est l'avenir de la littérature. Mais pas diffusé dans un torchon de papier. Imaginez le nombre de lecteurs que vous pourriez toucher. Pour que mes phrases, ou la beauté de l'adjectif, le dispute à la délicatesse du verbe, côtoient vos vulgaires caricatures publicitaires et la signature de Gaillardet, merci bien. Réfléchissez. Cela rapporte, vous savez. Ça... Non, ça me ferait trop de travail avec tous mes projets pour le théâtre.
Je comprends. C'est dommage, mais ce n'est pas très grave. J'ai demandé à Victor Hugo et il a accepté. Il pense que le roman a de l'avenir. Il a d'ailleurs une très bonne idée d'un bossu vivant dans Notre-Dame. Ah oui, vraiment. Hugo, le grand Victor Hugo. Évidemment, j'aurais préféré que ce soit vous. Dommage. Non, de toute façon, ça me ferait trop de travail. Le théâtre m'accapare trop. Je n'aurai pas le temps de faire les recherches nécessaires à l'écriture d'un roman. Je comprends, pour un homme aussi occupé que vous, mais si ce n'est que cela, j'ai l'homme qu'il vous faut. Maquet! Maquet, notre documentaliste, secrétaire, ouvreur de porte, historien de formation. Bref, sur quoi êtes-vous en train de travailler, Maquet? Sur un certain D'Artagnan, un mousquetaire du roi. Il a arrêté Fouquet sur ordre de Louis XIV et l'a accompagné à la forteresse de Pignerol. Et c'est là qu'on recoupe la mystérieuse légende du masque de fer. Donc, de jeunes mousquetaires sous Louis XIII. C'est cela. Il croise Louis XIII, Richelieu, Anne d'Autriche, Louis XIV. Des personnages fascinants. N'est-ce pas? D'ailleurs, Merci, Maquet. Maquet, vous travaillerez bientôt pour Victor Hugo. Victor Hugo? Ce n'est plus Balzac qui écrit le roman? Mais non, Auguste. Il a terminé son contrat avec nous. Il a signé pour le National, ce traître. Mais Victor Hugo est partant pour reprendre sa suite. Je suis persuadée qu'il sera ravi de travailler pour nous. Victor Hugo. Effectivement, Hugo. Brillante idée. Victor Hugo est bien conscient du pouvoir rémunérateur de la presse. Vous savez, Émile, Victor est un homme très occupé. Je peux éventuellement le dépanner pour un roman. Mais très bien. Mais vous savez, il faudra y mettre le prix. Vous savez, avec la publicité, nous pouvons nous permettre de rémunérer plus que correctement nos auteurs. La publicité? Elle rémunère, mon cher. Elle rémunère. Ne nous en privons pas. Si vous le dites. Eh bien, pour 2 francs la ligne, je peux envisager... 2 francs la ligne. Le double de Balzac. Et la rubrique théâtrale. Mais c'est Gaillardet qui... Si vous préférez publier les torchons de Gaillardet, plutôt que de vraies critiques circonstanciées... Non, non. Un grand nom comme le vôtre, ce sera formidable. Mais... Oui? Vous vous chargeriez de toutes les critiques théâtrales? Si j'ai la rubrique? Même celle de vos pièces? Et pourquoi non? De toute façon, c'est à prendre ou à laisser. Je prends, je prends. Vous voulez la peau de Gaillardet? Je vous offre sa tête. Une nouvelle arme de guerre. 12 juillet 1847, les trop bonnes récoltes empêchent les producteurs d'écouler leur stock. L'exode rural devient massif. Soirée costumée pour l'inauguration du château de Monte Cristo, la nouvelle demeure d'Alexandre Dumas au port Maragli. L'événement mondain de la saison.
Bonjour mon cher, comment allez-vous? Très bien, cher ami. Et vous? Le costume de Porthos vous va ravir. Porthos? Où voyez-vous Porthos? Eh bien, n'incarnez-vous pas Porthos? Vous savez, le mousquetaire. Grand Dieu, non pas! Je suis le célèbre héros d'Artagnan. Bien sûr, c'est évident. Ah mais non, d'Artagnan c'est moi. Non, c'est moi. Bonsoir! Bonsoir, chère demoiselle. Bonsoir! Je me présente, monsieur Mackay. Merci, c'est gentil. Vous êtes Milady, n'est-ce pas? Non. Et vous êtes Constance? Non plus. Émile, quel bonheur de vous revoir. Delphine, vous êtes ravissante. Ah, Narcisse, comment allez-vous? Merveilleusement dès que je vous vois. Narcisse, évitez de vous approcher, on sait ce que vous pensez les femmes de lettres. Émile! Oh, eh bien, mon cher, comment on se retrouve? Quel endroit, n'est-ce pas? Ce château est magnifique. Oui, et il paraît que le buffet est succulent. Et vous, eh bien, êtes-vous Constance? Toujours pas. Et vous êtes la reine Margot? Et non. Mais qui êtes-vous alors? Je m'appelle Gisèle, Gigi pour les intimes. Quel joli nom. Et moi Désirée, Dédé pour les intimes. C'est charmant, mais pourquoi ce déguisement? Nous sommes déguisés en Milady. Pourquoi? Ça ne se voit pas? Ah oui, bien sûr. Oh, monsieur Gaillardet, que faites-vous ici? Je vous croyais en Amérique. Non, je suis rentrée en France. Je voudrais m'entretenir avec Dumas. Ravie de vous revoir, Madame de Girardin. Moi de même, monsieur Gaillardet. L'inspiration est-elle au rendez-vous en ce moment? J'écris de nombreux poèmes. Mais en qui donc êtes-vous costumé? Je ne suis pas invitée. Gaillardet est revenu. Je sais, je l'ai vu. Il est parti en Amérique pour se lancer dans le commerce du vin, mais bon, il a fait faillite. J'ai aussi entendu dire qu'il avait ouvert un journal à New York. En effet, qu'il irait publier les œuvres de Dumas dans son journal sans lui reverser un centime. J'adore votre costume. Il est somptueux. Merci, Hippolyte. Vous êtes fort aimable. Sans lui reverser un centime, quelle honte. M'étonne pas des journalistes. Que nous vaut le plaisir de vous voir en France? Les affaires ne marchent pas fort. Et cerise sur le gâteau, en rentrant en France, que vois-je? Mon œuvre, ma pièce, la Tour de Nesle, ma pièce de théâtre. Avec comme nom d'auteur, je vous le donne en 1000. Dumas seul. Déjà qu'on avait associé son nom au mien pour cette pièce, mais là, je disparais intégralement. On me spoule, on me vole. C'est une très vilaine plaisanterie que ce gaillard m'a faite, et je voudrais lui en dire un mot. Mon pauvre ami. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Tiens, encore un d'Artagnan. Gaillardet est revenu? Que fait-il ici? Il n'est même pas costumé. Paraît qu'il a fait faillite en Amérique. Il a voulu faire fortune, mais rien n'a marché. Oh, le pauvre! Le pauvre, le pauvre! Faut pas exagérer, le bonhomme a un sacré caractère, c'est pas étonnant qu'il se mette tout le monde à dos. Si vous le dites. Vous n'avez pas l'air bien, mon ami. C'est la fête pourtant. Parlez pour vous. Cette fête est pour mon père. Elles sont toujours pour mon père. Ne dites pas de sottises, voyons. Il n'y en a toujours que pour lui. Il ne s'est jamais intéressé à moi. C'est un homme égoïste et orgueilleux. Ne dites pas ça. Votre père est une bonne personne, tout de même. Avec vous, les femmes, il est toujours bon. Mais moi, je n'existe pas. Jamais il n'a lu un de mes écrits. Jamais il ne s'est intéressé à mes prouesses.
Jamais je n'aurai la chance d'avoir un père soucieux de son fils. Hugo, lui, s'occupe de ses enfants. Il pleure sa fille. Cette pauvre Léopoldine, noyée. Quel destin tragique. Moi, si je meurs, mon père ne le remarquera même pas. Il ne me porte aucune attention. Vous exagérez tout de même. Comment notre père ne pourrait-il pas se soucier d'un fils si charmant que vous? Il n'a jamais le temps. Du moins, il ne trouve pas le temps pour moi. Pour lui, la célébrité passe avant tout. Allons, ne vous plaignez pas, vous pouvez toujours profiter des miettes. Mais elles sont grosses! Les voilà! Oh non, Ida! Cette femme est insupportable. Orgueilleuse, cupide. Oui, très peu raffinée en effet, et exécrable comédienne. Mais votre père semble bien l'apprécier pourtant. On se demande bien pourquoi. Sans doute parce qu'elle se débrouille bien au lit et accepte ses passades. On dit qu'elle ne se prive pas de son côté non plus. J'adore Monte Cristo. Mes très chers amis et très chers invités, c'est un immense plaisir pour moi de vous recevoir dans notre humble et modeste demeure, le château de Monte Cristo. Vraiment? Je pensais qu'on était à Versailles. Vous avez dû apercevoir en entrant dans le château les façades entièrement sculptées, où se côtoient bouquets fleuris et portraits en médaillons d'écrivains dramatiques de toutes les époques. Il en manque. À l'étage se trouvent plusieurs salons que je vous invite à aller visiter, et notamment le salon Moresque, une merveille d'architecture exécutée par un artisan marocain que notre écrivain a ramené de l'un de ses voyages. J'adore le Maroc! Et là, derrière les vitres, regardez, se trouve l'immensité de la gloire d'Alexandre Dumas, le château d'If. Ce petit pavillon entouré d'eau est l'antre de notre génie, le bureau où il créera bientôt les chefs-d'œuvre qui se bousculent dans son brillant cerveau. Et sur les murs, les titres de ses œuvres que nous avons tant de plaisir à découvrir. Nos œuvres. Ses œuvres. Laissez-moi rire. J'adore les découvertes! Vous aimez les découvertes? Alors vous allez adorer les découvertes de mon merveilleux mari. Alexandre a autant le talent de régaler les papilles que l'imaginaire de ses invités. Vous vous demandez sûrement quelles sont les recettes de son succès. Les recettes de son succès? Je vais vous les dire, moi. C'est enlevé, volé, dérobé, déraciné, dévalisé. Ça va gaillarder, ça va, on a compris. Non, justement, ça ne va pas. Lui, Dumas, cet homme que vous vénérez tous, m'a volé mon idée. Mon idée. La tour de Nesle, mon œuvre, qui aurait pu me rendre riche. Ce prestige dont il profite à son aise en cet instant même me revient de droit. Oui, enfin c'est tout de même le traitement de l'idée par Dumas qui a rendu l'œuvre célèbre. Non, je suis le père de cette œuvre. C'est moi qui ai trouvé cette idée. Sans moi, il ne serait rien. Il a tout réécrit. Mais je n'avais rien demandé, moi. Écoutez, Gaillardet, le débat est clos. Votre texte ne valait rien. Et Alexandre a accepté, Dieu merci, de faire quelque chose de votre infâme brouette de répliques sans saveur, afin d'ajouter le sel dont avait besoin cette intrigue. Et j'ai mis son nom à l'affiche parce que, oui, il fait vendre, alors que le vôtre repousse. Et d'ailleurs, vous avez toujours reçu la part des recettes qui vous revenaient. Monsieur Gaillardet, nous sommes au beau milieu d'une fête que vous êtes en train de gâcher. De plus, vous importunez mes invités. Je me trouve dans l'obligation de vous demander de sortir de chez nous. De chez vous? Mais je suis chez moi, madame. Chez moi. Je revendique cette salle, ce château et tout ce qui s'y trouve. C'est mon idée. Mon succès, mon argent. Mais dites-leur, Dumas, dites-leur. Eh bien, je vais vous dire, Gaillardet. Les idées, quelles qu'elles soient, appartiennent à tout le monde. C'est la manière de les traiter qui importe, c'est le talent qui compte. Tenez, prenez par exemple Roméo et Juliette. Shakespeare, paix à son âme, a pourtant emprunté cette histoire aux métamorphoses d'Ovide. Rien de véritablement neuf dans le thème, c'est la manière dont il l'a traité qui a fait son succès.
Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait pour la tour de Nesle et ce que j'ai fait avec toutes les idées. Je les améliore. Nous les améliorons. Vous avez peut-être été le géniteur de la tour de Nesle, mais moi j'en ai été le père, celui qui l'a élevé, chéri, nourri. Je me vengerai, Dumas. J'aurai votre peau. Et d'ailleurs, l'idée des 3 mousquetaires, mon cher Dumas. À qui l'avez-vous volé cette idée? À personne. Et pour vous le prouver, je vais ici même, devant vous, improviser la suite des 3 mousquetaires. 20 ans après. Et vous verrez si je ne sais pas raconter les histoires. Ensuite seulement, vous pourrez remettre en cause mon génie. J'adore les 3 mousquetaires. Constance est mon modèle de féminité. Chers invités, mettons les choses au clair. Le talent du génie est de savoir modeler les idées. Moi, et moi seul, véritable auteur des 3 mousquetaires, suis capable d'élaborer les aventures qui marqueront des générations de lecteurs. Personne ne paie pour lire les idées, mais pour en voir le traitement. Moi, j'ai le pouvoir de les faire vivre à travers mes personnages. Et je vais vous le prouver. 20 années se sont écoulées depuis la rencontre d'Athos, Porthos, Aramis et d'Artagnan. Richelieu est mort. J'adore Richelieu. Mazarin est le nouveau Premier ministre et règne aux côtés d'Anne d'Autriche la régente. Moi j'aimerais très bien Anne d'Autriche. Tenez, vous, ma chère Delphine, vous ferez une excellente reine. Louis XIII est décédé, Louis XIV reçoit l'éducation de sa mère. Moi. Vous. Moi. Voyons, plus aigu, à cette époque-là, vous n'êtes qu'un adolescent. Moi. Parfait. Continuons. Louis est tombé sous le charme de Marie de Mancini, nièce de Mazarin, et avoue son amour à sa mère. Anne d'Autriche est quant à elle amoureuse du Premier ministre. J'adore Richelieu. Mazarin. Mais, je voulais vous dire, j'aime Marie Mancini. Elle me plaît, elle est si douce, si jolie. J'aimerais l'épouser. Voyons, Louis, vous êtes le roi, et vous êtes promis à un mariage beaucoup plus prestigieux. Nous sommes la famille royale qui gouverne ce pays. Nous avons des devoirs. Tenir les reines de la France entraîne de nombreux sacrifices. Vous ne pouvez aimer. Mais mère, je l'aime, je n'y peux rien. Ne me faites pas croire que vous n'avez jamais aimé. Et là, remonte dans le cœur de cette femme son histoire d'amour avec le duc de Buckingham. Ah, Buckingham. Oui, j'ai aimé. Et je souffre de ce péché. La raison m'a échappé et l'amour m'a emporté dans ses flots. Mazarin rentre brusquement dans la pièce par un passage secret et interrompt la conversation. J'adore Richelieu. Mazarin. Coucou ma belle. Voyons mon cher, vous êtes Mazarin face à la reine. Vous ne pouvez employer un langage si familier. Mais je croyais qu'ils étaient amants. Oui, mais là on a l'impression que vous parlez à une cocotte. Bon, je ne sais pas trop quoi dire. Allons. Bon, on va se passer de mots alors. Non mais dites donc pas trop familier. Non, c'est pas mal. Ah, peut-être familier. Émile. Mais tu vous interdis de toucher à mon épouse, mais pas parce qu'elle est une femme de lettres, qu'elle est obligée de coucher avec tout le monde. Mais puisque c'est Anne d'Autriche. Ne jouez pas avec les mots. Le duel n'est pas loin. Voyons Émile, ce n'est que du théâtre. Bon, reprenons. Nous ne sommes pas seuls, Mazarin. Pourquoi vient-il nous déranger si tard? Eh bien, je voulais... Nous voulions... Nous entretenir. Voilà, nous voulions nous entretenir. Regard soupçonneux de Louis XIV. D'affaires politiques, bien sûr, d'affaires politiques. Comme cela. À minuit. Eh bien, il s'agit d'une affaire... urgente. À propos de Marie Mancini. Allons, Louis. Allez dormir. Bien, je vais me coucher. Bonne nuit. Mais il est inutile de discuter, je ne changerai pas d'avis. Mais en réalité, le jeune garçon va se cacher afin d'écouter. Que vient faire ma nièce dans notre histoire? Anne d'Autriche pense qu'il s'agit d'une manigance du cardinal.
Vous avez jeté votre nièce dans les bras de mon fils, et tout cela pour prendre le pouvoir. Mais pas du tout, je vous jure, madame. Je ne veux que le bien de la France. D'ailleurs, je vous suggère comme épouse pour notre Louis, la jeune Marie-Thérèse d'Autriche. Voici un parti qui va nous permettre de resserrer nos liens avec la couronne d'Espagne. Après un long échange entre les deux amants au sujet de l'avenir amoureux de Louis, ils finissent enfin par se mettre d'accord. Nous devons le marier rapidement. Notre Louis devient un homme. Et tant mieux pour la France. Tant mieux pour la France. Et moi, monsieur, avez-vous songé à moi? Je ne suis pas prêt à sacrifier ma vie pour des alliances politiques. Louis, vous vous ferez à la raison d'État. N'en croyez rien. Que va faire Louis? Vous le saurez quand je l'aurai écrit. Quel talent, mais quel talent! Vous regorgez d'imagination. Cela ne prouve rien. Monsieur, la preuve est faite. Veuillez donc quitter les lieux. Je proteste. Bon, cela suffit, Gaillardet. Sortez, maintenant! Gaillardet, ne continuez pas à vous ridiculiser. Mais faites-le donc sortir. Dumas, j'aurai votre corps. Je me vengerai. Mon Dieu, quel homme désagréable! Oubliez cet incident, mon cher. Après tout, il vous a permis de prouver votre talent. Oh oui, c'est vraiment très réussi. Puis quel bonheur de retrouver Anne d'Autriche. Pourquoi ne pas continuer maintenant que vous êtes parti? C'est si plaisant. Maximin, cessez de boire, vous allez vous ridiculiser. Mais pas du tout. Non, c'est vrai. Après un bon échauffement, je suis prêt à vous improviser une autre scène. Ah, Alexandre, j'aimerais vous confier mon regret. Constance, je l'aimais tant. Elle faisait vivre le roman comme jamais. Elle me manque. À moi aussi, elle me manque. Chers amis, la magie de la littérature est telle que l'on peut faire revivre les personnages selon ses envies. Voyez-vous, mais je peux, et je vais, faire renaître Constance de ses cendres rien que pour vous. J'adore Constance. Mais comment va-t-il faire? Situons la scène. D'Artagnan est dans sa chambre, il est pensif, et se rappelle les merveilleux moments passés aux côtés de Constance Bonacieux. Il rêve. Moi, je suis Constance. Quel honneur de représenter cette si belle femme. Et moi, Alexandre? Voyons. Ida, vous avez un bien trop beau costume pour jouer Constance. Bon, d'accord. Il me faut un D'Artagnan. D'Artagnan m'irait à merveille, n'est-ce pas? Non, sûrement pas vous. Tenez, vous êtes parfait. D'Artagnan lui dit ce qui lui tient à cœur et ce qu'il aurait voulu lui dire avant son enlèvement. Ma très chère, je ne puis vivre sans vous. Vous hantez mes pensées nuit et jour. Je redoute tant de perdre votre merveilleux souvenir. Si seulement j'avais pu vous dire à quel point je vous aimais. Tant de compliments pour une pauvre femme comme moi. Par-delà l'amour, mon cœur est à vous, D'Artagnan. Malgré toutes ces années écoulées, D'Artagnan et Constance n'ont jamais cessé de s'aimer. Comme c'est beau! Vous me manquez, mon ami. Chaque seconde qui s'écoule sans vous paraît durer des heures. Je ne vous oublierai jamais. Je veille sur vous pour l'éternité, D'Artagnan. C'est si romantique. Prenez garde, Milady n'en a pas fini avec vous. Milady? Et Milady est morte. Ah, notre ami Dumas est un fin stratège. C'est le suspense de bas de page, le génie de clore une scène contemplative par un trait qui relance le mystère et l'action. Ah, Frédéric, ne révélez pas toutes mes ficelles. Maintenant, changeons de sujet. Je vais vous présenter le chapitre tant attendu, celle des retrouvailles des trois mousquetaires. J'adore les retrouvailles. Vous serez Athos, vous Porthos.
Mais je suis déguisée en D'Artagnan. Et enfin vous, Aramis. Vous avez décidé de vous retrouver dans une auberge après toutes ces années vécues séparément. Tenez, vous ferez très bien le bergiste. Je suis de la comédie française. Oh. Parfait. D'Artagnan est arrivé avant ses camarades et les attend. Bon, 15 minutes sont passées, ils ne sont toujours pas là. Camarades, quel plaisir de vous revoir. Messieurs, que puis-je vous servir? Un pichet de vin. 2 pour moi. Amenez aussi un chapon. Mon estomac crie famine. D'Artagnan s'efforce d'être enjoué. Il veut savoir ce que ses compagnons sont devenus, mais l'atmosphère est pesante, ils n'ont plus la complicité d'antan. Alors, que s'est-il passé depuis tout ce temps? Mon cher Porthos, à vous l'honneur. Vous faites bien de le dire, je vais être nommé baron. Quelle joie! Et vous, Aramis, comment se passe votre vie monastique? Eh bien, ma petite Marianne m'a détourné de cette voie. Ou bien c'était Albertine. Enfin, bref. Bon, ils arrivent nos pichets? Comme vous pouvez le constater, la convivialité d'autrefois s'est évaporée. Cependant, une personne peut réunifier les mousquetaires. Qui est-ce? Qu'est-ce que cela fait des lunettes? Il s'appelle Mordaunt, fils d'Athos et de la terrible Milady. Elle l'avait dit? Oui, Constance l'avait dit, que Milady n'en avait pas fini avec D'Artagnan. Enfin, ce n'est pas Constance, c'est Dumas qui l'a dit. Prêt à tout pour venger sa mère? Que va-t-il se passer? Quelle sera la suite des fabuleuses aventures de nos 3 mousquetaires? N'en dévoilez pas plus, mon ami. Vous le saurez dans le prochain numéro de La Presse, vendu sur abonnement et disponible dans tous les kiosques de la capitale. Qui est le véritable père des 3 mousquetaires? C'est Dumas! Qui est le véritable père de la tour de Nesle? C'est Dumas! Moi et moi seul suis le véritable père de mes œuvres. Mes collaborateurs n'ont jamais été que des gras de papier sans talent. Sans moi, ils ne sont rien. Et si la postérité retient un jour leur nom dans une obscure biographie, ce sera grâce au mien. C'est Dumas, c'est Dumas, c'est Dumas. C'est Dumas, c'est Dumas, c'est Dumas. C'est Dumas, c'est Dumas, c'est Dumas. Alexandre! Non, je ne veux plus y aller. Et puis, il y a trop de monde. Et je suis pas déguisée. Eh ben alors, moi non plus. Bah, un peu quand même. Oh mais si, allez, venez ma petite dame. Non, ça va aller. Je vais me débrouiller toute seule. Oh mais si, posez. Comment il s'appelle, déjà vos bambins? Athos, Porthos et Aramis. Mais qu'est-ce que c'est que ces noms ridicules? Pauvre gosse. Eh bien, c'est en l'honneur de leur père. Leur père, je n'y comprends plus rien. Il ne s'appelle pas Alexandre. Eh bien, oui. Alexandre Dumas. C'est pas clair votre histoire. Et vous dites qu'il a fait ça hors mariage. Oui, mais finalement, laissez tomber. Je vais me débrouiller toute seule. Je préfère m'en aller. Oh mais si, allez, venez. Ils vont déjà porter un nom ridicule toute leur vie. Si Alexandre Dumas est le père de ce triplet, il doit les reconnaître et subvenir à leurs besoins. C'est bien pour ça que vous êtes venu me voir, non? Allons-y. C'est Dumas, c'est Dumas, c'est Dumas. C'est Dumas, c'est Dumas, c'est Dumas. C'est Dumas, c'est Dumas, c'est Dumas. C'est Dumas, c'est Dumas. Oh tiens, la police! Bonsoir. Qui est Alexandre Dumas, le père de Paramis, Orthos et Pathos? C'est lui! Nous l'avons vu faire! C'était magnifique! Comment? Là, sur le tapis.
énergique, rapide à l'œuvre, en sueur. Quel talent! Comment ça, devant tout le monde? Vous l'auriez vu, là, juste devant nous. C'était magnifique. Oui, nous avons vu jaillir son œuvre. Il nous a inondés de son talent. Quelle passion! Mais qu'est-ce que c'était bon! Comment ça, monsieur? Un homme d'église? Regardez ce genre de choses. Ah, pauvre France! Mais qui êtes-vous donc? Je suis Richelieu. C'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre. Je suis sûre qu'il n'y aura aucun inconvénient à ce qu'il vous le refasse. Il suffit de lui demander poliment. Qu'il me le refasse, mais votre commissaire de la brigade des bonnes mœurs et de la moralité publique, moi. Vous vous moquez? Très bien, je récapitule. Oui, c'est ça, je récapitule. Oui, très bien. Pas ma moustache! Vous avez fait ça en mariage et devant tout le monde! Ah, mais jamais j'aurais fait ça à ma Francine, moi, monsieur! Assumez au moins la paternité de ces 3 enfants, Athos, Porthos et Aramis! Mais oui, évidemment. Mes personnages, mes 3 mousquetaires, ma grande fierté. Comment ça, des mousquetaires? Mais ils sont bien trop jeunes. Mais non, ils ont déjà plusieurs centaines de pages derrière eux. Mais je n'y comprends plus rien. On parle de ces bambins-là, pas plus haut que 3 pommes. Oui, ce sont nos enfants que nous avons eus ensemble, tous les deux. Vous devez les reconnaître. Vous devez les reconnaître. Mais non, jamais de la vie. Je n'ai jamais rencontré cette femme et je ne suis pas le père de ses enfants. Vous niez? Oh, vous savez, la paternité chez les Dumas, c'est tout un roman. Il paraît que le grand-père, David de la Pailletterie, a vendu son fils avant de le racheter et de le faire venir en France. Vendu son fils? Ça se passait à Saint-Domingue. Adulte, celui-ci a même renié à son propre nom pour prendre celui de sa mère, Dumas. C'était une esclave. Elle était noire. Oui, le fameux général d'Empire, Dumas, était un nègre. Comment ça va? Mais Dumas l'a à peine connu. Toujours sur les champs de bataille, il est mort jeune. Pas étonnant que Dumas soit si peu soucieux de paternité. Il n'a reconnu son fils Alexandre qu'à l'âge de 6 ans. Il a donc déjà un fils. Et une fille! Mais il ne la voit jamais. Il l'a mise en pension. Et quand on s'imagine le nombre de petits Dumas qui doivent courir dans tout le pays, on ne s'en étonne plus. Donc, Dumas était un fils de mulâtre et un petit-fils d'esclave. Mon Dieu! Mais c'est un nègre! Mais oui, mon père était un mulâtre. Mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Voyez-vous, mesdemoiselles, ma famille commence là où la vôtre finit. Mais... Voyons, mademoiselle, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais si, je vous assure. Si je vous avais, ne serait-ce qu'aperçu, votre visage me serait resté en mémoire. Et ne parlons pas de ce doux parfum qui vous enrobe et que je ne cesse d'humer depuis l'instant où vous êtes rentré dans cette pièce. Vos lèvres sensuelles sont l'objet de tentations inavouables, et leur couleur cerise mérite de recevoir les plus tendres des baisers. Ah bon, vous le pensez vraiment? Il doit servir le même discours à chacune d'entre elles. Quant à la lumière qui se reflète dans votre regard, elle éblouirait n'importe quel homme et ferait rougir de jalousie la femme la plus digne qui soit. Alexandre! Et la couleur rougeoyante de vos cheveux éclairés par le soleil couchant, et la délicatesse de vos mains si douces, n'est-ce pas que nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant? Oui, non, je... Encore une malheureuse sur laquelle il pose ses mains. Mais arrêtez de paraître choquée, venant de vous, on n'y croit même pas. Elle serait loin d'être la première de toute façon. Pauvre Ida. Oh mon Dieu! Mais monsieur Dumas, que faites-vous là? Ne vous ai-je pas dit que j'étais membre de la brigade des bonnes mœurs et de la moralité publique? Et avec ce que je viens d'entendre, je pourrais vous faire arrêter pour un minimum de 4 ans. Oh, bien plus, vous savez.
Vous n'avez encore vu que la partie immergée de l'iceberg. Mais ce n'est pas croyable, avec de tels amis, on n'a pas besoin d'ennemis. Oh, on sait tout ce que vous avez fait, hein. Taisez-vous! Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Maintenant, pouvez-vous me dire à qui sont réellement ces enfants? Nous savons tous les deux que ce ne sont pas les miens. Oui, non, je ne sais pas. Je voulais pas vous causer du tort. Dites-moi pourquoi vous avez fait cela. Eh bien, vous savez, je ne suis qu'une pauvre lingère du port Mali et j'ai déjà du mal à m'en sortir. Je m'échine à la tâche pour pouvoir me loger et me nourrir. Maintenant, avec ces 3 garnements, je ne pourrais finir le mois sans la peur de voir disparaître l'un des 3. Mais donc, de qui sont-ils ces bambins? Oui, de qui sont-ils? Eh bien, en vérité, leur père c'est le boulanger. Mais il veut pas les reconnaître. Il dit que 3, on s'en sortira pas. Mais je voulais pas les abandonner. Alors, je me suis dit que, avec votre réputation, pardonnez-moi monsieur, mais on en dit bien des choses. Eh bien, je me suis dit que ça passerait peut-être. Je suis désolée, je voulais pas vous déranger. Je rêvais pour mes enfants d'un avenir meilleur. Enfin, je crois qu'il s'agit du souhait de toute mère, de tout parent. Vous avez également un fils et une fille. Vous savez ce que c'est? Je vous en prie, monsieur Dumas, aidez-moi. Vous auriez pu me dire ça simplement, au lieu de me mettre dans l'embarras. Rien que le nom de vos bambins, c'est un hommage qui me touche au cœur. Allons, je vous donnerai une petite rente pour leur éducation. Oh, merci, monsieur Dumas, merci. Tenez, j'accepte même d'être leur parent si vous acceptez de sécher vos larmes. Oh, monsieur Dumas. Allons, commissaire, vous avez entendu, cette pauvre petite vient de confirmer. Ce ne sont pas mes enfants. C'est un scandale, mademoiselle. Vous avez ridiculisé la maréchaussée. Quant à vous, je vous ai à l'œil. Eh bien, oublions ce désagréable incident. Venez donc visiter le salon mauresque. Alors comme ça, tu ne visites pas la maison avec les autres? Non, père. J'aimerais que nous parlions sérieusement. Tu ne vois donc pas que je suis fatigué? J'aimerais rester seul avec moi-même. Vous êtes fatigué? De quoi? De vos innombrables fêtes? Ou peut-être de vos innombrables femmes? Alexandre, ce n'est pas le moment, je t'en prie. Pas le moment! Combien de fois ai-je entendu cette phrase? Vous biaisez encore! Vous ne vous souciez pas de moi, vous vous intéressez à peine à ce que je fais. Vous n'avez pas été mon père, mais simplement mon géniteur! Bon sang! Mais comment veux-tu que je sois un bon père si je n'en ai moi-même pas eu? J'ai essayé au moins. Essayez. Vous avez essayé d'élever vos enfants quand vous avez mis votre fille en pension? Vous avez essayé de vous intéresser à vos enfants lorsque vous n'aviez pas le temps de lire mes écrits? Et enfin, vous avez à nouveau essayé de prendre soin de votre famille en multipliant les conquêtes éphémères? Malheureusement, même le mariage que vous pensiez avoir réussi ne tient pas. Je t'en supplie. Tu sais toi-même que le passé ne peut être changé. Mais je te promets... Promesse! Promesse et encore promesse! Promesse que vous ne tenez jamais! Si au moins vous preniez la peine de lire mon manuscrit et de le présenter à vos amis éditeurs. Ah, j'ai compris. En fait, tu souhaites que je t'aide à te faire connaître, comme tous ces pics-assiettes qui m'entourent et me saoulent de flatteries,
Pour obtenir qui une recommandation, qui de l'argent. Tu es comme les autres. Sous couvert d'affection, c'est l'intérêt qui te guide. Moi, tu t'en moques, mais mes relations... Père, vous êtes pathétique. C'est bon, ok. J'ai compris. Inutile de me faire la leçon de morale. Je crois en effet que tout a été dit. Je suis seul, Maquet. Entre Gaillardet, qui vous réclame la paternité de ses œuvres, et la lingère qui réclame celle de ses enfants, j'avoue que vous voir ainsi avec votre fils me ferait presque de la peine. Écoutez, Maquet... Mais qui suis-je pour parler de la sorte, moi qui, apparemment, n'y suis en rien dans la création de nos œuvres, qui n'ai aucun talent, et qui restera pour la postérité un obscur gras de papier dans l'ombre du géant Dumas. Après tout, je ne suis qu'un nègre, le nègre du nègre. Maquet, votre travail de recherche est important dans ma création. Mais avouez que... Dire que j'avais cru être devenu pour vous, sinon un ami, au moins un collaborateur privilégié. Mais je n'ai eu droit ce soir qu'à votre mépris. Maquet, je me défendais. Pour la postérité, il y aura toujours un doute. Tout le monde sait que vous n'êtes pas seul à la tâche. C'est moi l'écrivain. Vous savez que ma plume est ma seule véritable maîtresse. Je travaille nuit et jour, n'importe où, même au milieu du bruit. Passant d'une pièce de théâtre à un roman avant de signer un article ou de répondre à un entretien. J'avoue en effet qu'il est parfois difficile de vous suivre. Vous traitez les gens comme des marchandises, comme vos œuvres. Après tout, ce qui compte, c'est que ça rapporte. Maquet, je ne vous laisserai pas dire cela. Ah oui, j'oubliais la gloire. L'argent et la gloire. Les deux seules valeurs qui fassent réellement battre votre cœur. C'est faux et vous le savez. Il fut un temps où je vous enviais, jalousais même. Vivre dans l'ombre de Monsieur Dumas m'exaspérait. Mais cette envie m'est passée, je dois dire. J'ai une seule femme que j'aime et qui m'aime, des enfants qui sont proches de moi et qui me connaissent. Je ne suis entouré que de gens intéressés. À qui puis-je donc me fier? Comment un homme comme vous, un homme qu'assurément on retiendra dans l'histoire, peut-il se retrouver au bord du précipice au point d'en perdre son fils? Votre trône de gloire et de prestige sur lequel vous pensez siéger n'a pas plus de résistance aux intempéries que s'il eût été en carton. Et ce soir, vous avez eu à affronter une tempête qui, je le crois, n'a pas laissé indemne votre fierté et votre arrogance surdimensionnée. À défaut d'être le père du fils, je suis bien celui de mes œuvres, et je ne laisserai personne m'enlever cela. Maintenant, Maquet, allez-vous-en. C'est bien ça votre problème, Alexandre. Vous vous dérobez, vous passez votre temps à fuir. Oui, je fuis. Je fuis dans les pages que je noircis la vie réelle, si fade et pleine de bassesse. Mes héros, au moins, vivent avec cette intensité que j'ai essayé en vain de mettre dans ma vie. Et aujourd'hui, vous n'avez pas d'amis, personne sur qui compter, pas même votre propre famille. J'aime qui m'aime, belle devise qui trône sur le fronton de votre château, mais qui pouvez-vous aimer si personne ne vous aime vraiment? Laissez-moi seul avec mes livres. Eux, au moins, n'ont pas de reproches à me faire. Partez, Maquet. J'ai prouvé que j'étais capable de me débrouiller seul avec ma plume. Eh bien, il me semble que les 3 mousquetaires nous attendent. Ça se passe 20 ans plus tard, c'est bien ça? 20 ans après. Je commencerai les recherches historiques lundi. Vous avez raison. Les personnages imaginaires, au moins, ne nous blesseront pas. Eh bien, à lundi, Alexandre. C'est ça, Maquet. À lundi. Maquet, avouez que vous aussi ne pouvez vous passer de la gloire même à travers un autre. Allons, il faut spéculer sur les défauts des gens et non sur leurs vertus. Monsieur Dumas, Monsieur de Girardin, la révolution!
révolution a éclaté. La monarchie de Juillet est tombée. Tous à Paris. La révolution? Tout va changer. Un vent de liberté va enfin souffler. Partout, on demande de grandes réformes. La liberté de la presse. Abolition de la censure. Droits des femmes. Que se passe-t-il? La liberté a mené le peuple sur les barricades. Louis-Philippe a fui en Angleterre. À Paris! Enfin, un peu de calme. Du calme? Du calme? Non, surtout pas de calme, jamais de calme. La révolution a commencé, Paris m'attend. Alexandre! Dans le journal, je l'oublie. Pas grave. On se lève, go.